Comme je vous l'ai dit hier dans une vidéo très rapide, le bidirectionnel arrive enfin chez Tesla. Je vous fais une vidéo qui est chapitrée où on va répondre à de nombreuses questions. Comment ça se fait que c'est pas arrivé avant, sachant que c'était possible depuis a priori 2022 voire 2023 sur les modèles Y. Comment ça se fait que le modèle Y Performance en Europe ne l'a pas obtenu pour le moment. Comment ça se fait que ça soit aux États-Unis et que le modèle Y d'ailleurs L, qui a priori de toute façon a aussi les mêmes facultés, ce n'est pas possible. Donc concrètement, le V2L, c'est quoi? C'est le bidirectionnel. Donc il va falloir dissocier le V2L qui sera et très souvent de 3,7, c'est-à-dire que vous allez pouvoir puiser au niveau donc du véhicule. Il y a deux petites distinctions particulières, c'est-à-dire que très souvent vous allez avoir un adaptateur. Donc là je vous ferai des illustrations de cet adaptateur. L'adaptateur pour le moment il est aux normes américaines, mais elle devrait arriver en prise choco. Ça va très vite arriver, si c'est pas la fin de l'année, ça sera donc l'année prochaine. Mais aussi, donc comme le Cybertruck, c'est assez rare, c'est-à-dire que dans la benne, on a carrément une prise. Donc je vous rappelle qu'on a déjà, donc que ce soit sur un véhicule thermique ou électrique, eh bien différentes sorties. On a l'USB-A, on a l'USB-C, on a l'allume-cigare. Et bien là, on a carrément une prise qui est à sa disposition. Donc là, aux normes américaines, mais demain, ça peut être donc une prise éventuellement choco, prise 220 volts, etc. Là, on est sur du classique traditionnel. Nous, on viendra se piquer logiquement donc sur le courant continu, donc le type 2, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires, ça ne me dérange absolument pas. Et aux États-Unis, en fait, ils ont fusionné, on va dire, l'arrivée de la prise. La prise est dite NACS. Donc en fait, c'est logiquement le BMS, je crois, qui doit gérer le convertisseur, à savoir si c'est une charge lente ou une charge rapide, AC, DC, courant continu ou un courant donc alternatif. Voilà. Donc nous, on a dissocié les deux. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc on a le type 2 et donc le CCS. Pareil, comme je vous l'ai expliqué, ça on reviendra dans le détail, c'est important de le dire. On a 3,7 donc en sortie, mais quand il est en V2H, donc véhicule to home, dans ces cas-là, eh bien il est capable de sortir, de mémoire c'est 10 kW, 11,5. Tiens, je le vois, la puissance d'exportation peut atteindre 11,5 kW. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va répondre en tout cas à toutes ces questions. Donc comme je vous le dis, c'est arrivé le 1er octobre 2025 sur le nouveau modèle Y, donc lancé aux États-Unis. Support donc la charge bidirectionnelle. Cela inclut le V2L pour alimenter des appareils extérieurs, externes, outils, camping, électroménager. Moi je trouve que ça peut être hyper intéressant quand tu es en hiver, tu pars en vacances, tu te prends un petit micro-ondes et là tu branches directement sur ton truc. Le seul inconvénient, c'est que tu ne pourras pas faire ça pendant que tu es en train de recharger. Et je ne sais pas si on peut faire ça, par exemple, sur un Cybertruck quand on n'en a pas. Donc ça pourrait être intéressant quand même quand tu t'arrêtes pour recharger, que tu te fasses ton propre petit café, tu as ta petite cafetière, ton petit grille-pain et tout, et puis t'es posé, et puis t'es bien, quoi. Bref, donc l'adaptateur, on a aussi donc a priori il y aura un adaptateur, je sais pas, il parle de Tilliard de 200 à 400 $. Donc cet adaptateur, on le connaît déjà. C'est comme les adaptateurs en fait, cette fiche là qu'on peut avoir sur un P17 normalement. Donc le V2H. Pour fournir de l'énergie donc à la maison en cas de panne pour compenser donc les pics de consommation nécessitant un Powerwall 3. Donc ça aussi on voit bien qu'il y a entre guillemets une contradiction chez Tesla, c'est-à-dire que Tesla ne voulait pas vendre on va dire un véhicule avec ce type de bidirectionnel mais plutôt un Powerwall, donc c'est-à-dire une batterie stationnaire et non une batterie sur pattes grossièrement. Un onduleur bidirectionnel compatible, coût hardware installation 1000 à 2500 $. La puissance d'exploitation peut atteindre 11,5 kW et on est donc sur la batterie donc nouvelle grande autonomie de 82 kWh, mais encore une fois ça c'est pas un problème que ça soit du 400 volts, 800 volts, que ça soit une petite ou une grande batterie. La Renault 5 par exemple c'est une batterie là-dessus NMC, elle aurait pu être en LFP, et bien elle propose même un V2G donc carrément entièrement géré
par Mobilize, donc ça c'est encore autre chose. Donc cette fonctionnalité sera activée pour une mise à jour logicielle OTA, donc version 2025.20 ou ultérieure. Donc prévue pour le trimestre, le quatrième trimestre 2025. Donc elle a cette fonctionnalité, mais a priori elle n'est pas en place et on peut se poser la question, étant donné que c'est compatible sur les anciens modèles, est-ce que ça pourra en tout cas arriver? Donc on va y répondre dans cette petite vidéo chapitrée. Donc dans un premier temps, est-ce que ça sera disponible en Europe? Bien sûr que oui, ça sera de toute façon disponible dans le monde. J'ai vu pas mal d'articles qui en parlaient et notamment ils expliquaient que sur les modèles récents, il y avait notamment des youtubeurs qui l'avaient fait, ça fait sauter la garantie et en plus de mémoire ça faisait des préconditionnements de batterie, donc ça peut être compliqué et c'est d'une des raisons notamment des équipes et d'Elon Musk qui mettaient en garde là-dessus. Ça on y reviendra en fin de vidéo, c'est-à-dire que des réticences, mais est-ce que ces réticences techniques sont réelles ou c'est juste parce qu'ils voulaient vendre du Powerwall éventuellement? Mais là-dessus, il faut bien le comprendre, ça va arriver, voilà, des démonstrations avaient eu, donc a priori c'était avec le CCS, donc carrément, là normalement on est sur un type 2, donc nous demain ça sera sur le type 2 et non sur un NACS ou NA ou NCAS, hein, chacun comme le dit. Après il peut y avoir aussi une contrainte technique, notamment par rapport à l'Allemagne, après c'est l'Europe, sur l'ISO 15118-2. Donc c'est en cours de validation, là a priori Suède, Pays-Bas, de toute façon vous savez comment ça se passe en Europe, à partir du moment où c'est validé donc dans un pays, logiquement c'est validé pour l'Europe, et d'ailleurs petite digression sur le Cybertruck qu'on parlait donc à l'instant, eh bien c'est niet, a priori il viendra absolument pas en Europe, les arêtes ça passe absolument pas, et je pense que Tesla là-dessus c'est un manque de réussite. Donc ils reviendront très certainement avec une nouvelle monture d'un Cybertruck, peut-être cette fois-ci SUV, et une carrosserie en tout cas moins angulaire. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait avant? Ou est-ce que voilà c'était impossible? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Donc l'explication technique. Donc techniquement, la charge bidirectionnelle n'est pas impossible sur les anciennes versions, typiquement avant donc même 2023-2024, mais elle n'est pas officiellement supportée par Tesla en raison de limitations hardware-software. Voici les raisons donc principales: électronique, donc de puissance, onduleur, chargeur embarqué. S'il n'y a pas, de toute façon, c'est compliqué. Les modèles plus anciens utilisent un système de conversion de puissance Power Conversion System PCS qui n'est optimisé que sur la charge unidirectionnelle du réseau vers la batterie. Donc là, c'est encore pire. Le Cybertruck et le nouveau modèle Y Performance intègrent un PCS 2.0 avec des transistors en carbure de silicium, le fameux SiC, plus efficace et permettant un flux bidirectionnel sans perte excessive d'énergie ni surchauffe. Oui, ces métaux entre guillemets vont être très certainement, ils en auront besoin, donc plus résistants, et notamment c'est la perte. Et on le voit notamment sur le 22 kWh par exemple sur une Mégane, il y a des pertes assez importantes. Pareil sur le Cybercab, on en parlera et il aura aussi très certainement ça, et tous les véhicules l'auront de chez Tesla. C'est bien beau de vouloir faire du 22 kW, c'est bien beau de faire des recharges en induction, mais si tu as des pertes de 20 ou 30%, c'est encore à cette époque, je regardais, c'est vrai, la chaîne EV et qui expliquait bien que je crois qu'on était sur des pertes de 20 à 30%. Bon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Moi, j'ai regardé ce que ça envoyait dans le véhicule et ce que j'avais sorti donc de la prise avec tout simplement une prise connectée. Et sur même un câble de 10 mètres, là, le Daolar que j'ai, je sais plus si c'est 5 ou 10, je crois que c'est 10. J'ai pris vraiment trop long. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû parce que ça va me faire perdre énormément. Je crois que je l'avais fait d'ailleurs sur la Mégane au final, ou même sur la Tesla, c'est pareil. Et bien concrètement, j'étais sur de l'ordre de 3, 4, 5%, enfin c'est relativement infime, mais c'est des choses qu'il faut clairement prendre en compte. Donc, je vous parlais du PCS donc 2.0 avec des transistors en carbure machin, permettant donc un flux bidirectionnel sans perte excessive. Sur les anciens modèles, l'onduleur embarqué ne peut pas inverser le courant AC de manière native pour alimenter une maison, un V2H cette fois-ci. Il faudra un hardware tierce pour la conversion DC-AC. Donc à la limite, il pourrait peut-être faire du V2L, mais ça s'arrêtera là et on verra bien par rapport à une mise à jour si Tesla veut bien le faire. Ça, c'est eux qui décident.
Protocole de communication et logiciel. Les anciens véhicules manquent de fireware, donc pour négocier le flux inverse via des standards comme ISO 15118, donc ça c'est nos normes à nous. Tesla doit activer le commutateur via une mise à jour OTA, mais cela nécessite aussi une certification pour la sécurité, donc éviter des risques sur les techniciens en cas de panne réseau. Connecteurs énormes, en Europe, les anciens modèles Y avec CCS courant donc sont compatibles pour le DC bidirectionnel jusqu'à 10 kW, comme démontré par des tests indépendants, mais pas pour un AC pur, donc sans adaptateur. Aux US, les anciennes avec NACS, donc CCS, posent des problèmes de phase, donc voilà. C'est à eux de régler le problème, mais a priori, c'est pas impossible. Donc, pourquoi ils l'ont pas fait? Ça, on verra en fin de vidéo. Des tests tiers, voilà. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Installation sur les anciens véhicules par Tesla. Tesla n'a pas annoncé de programme officiel de rétrofit. Donc ça, on verra aussi si clairement c'est possible, puisque, par exemple, on regarde le coffre du modèle 3. Je crois que c'est pour le moment qu'aux États-Unis, c'est 800 $, si je ne dis pas de bêtises. Donc on verra bien si voilà, un rétrofit aussi est possible, mais ça peut coûter relativement cher. Donc généralisation sur les nouveaux modèles, bah ça va arriver. Donc oui, Tesla prévoit de généraliser la charge bidirectionnelle sur tous ces nouveaux modèles d'ici fin 2025. On verra bien, comme annoncé lors de l'Investor Day de 2023 et réaffirmé en 2025. Cela inclura le modèle 3, le modèle S, modèle X, rafraîchi, les futurs véhicules comme le projet Redwood, là, je ne sais pas pourquoi il m'a marqué ça, enfin en tout cas plutôt le Cybercab et le robotaxi. On verra, une compacte, peut-être que ça arrivera, tu sais. C'est des choses, donc encore une fois, qui finalement datent de 3 ans. Donc le bidirectionnel, je dirais que ça me semblait tout à fait logique. Donc le Cybertruck Rex, le pionnier, donc avec le PowerShare, mais la tech, donc 48 volts, 800 volts en tout cas pour la batterie de traction, et steer-by-wire, donc clairement ça va aussi arriver. Donc on le voit, si les bornes se multiplient et que finalement ça leur coûte moins cher de le développer, eh ben pourquoi donc ne pas s'en priver? Migrera donc vers les plateformes Next Generation pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité. C'est vrai que le 800 volts est intéressant par contre là-dessus, c'est qu'il y a moins de pertes. Je l'ai dit, par contre, il faut des métaux. Donc en fait, si il y a une armoire qui est capable finalement de délivrer non plus à 4 stèles mais 8 stèles, ça, c'est intéressant. L'objectif est d'intégrer cela avec l'écosystème énergétique Tesla, Solar plus Powerwall pour du V2G massif aidant à la stabilité, donc les réseaux électriques. Donc on voit bien que quand même Elon Musk ou Tesla ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient vendre essentiellement le Powerwall et après ils sont pas contre éventuellement de le faire d'une manière massive pour globaliser. Sur le Cybertruck, il a été fait, non pas parce qu'il y avait du 800 volts, parce qu'il y avait des roues directionnelles ou autres, l'argument était en fait d'avoir carrément une prise, donc notamment pour les professionnels, hein. C'était comme ça clairement que c'était vendu. Donc là, on rentre dans la partie, on va dire, idéologique plutôt ou déontologique, pas forcément technique, mais c'est finalement pourquoi la charge bidirectionnelle n'a pas été activée donc depuis limite 2022. Elle aurait même pu être faite de toute manière avec. On voit bien que la technologie, on la maîtrise et que beaucoup de constructeurs le font et ils ne s'en plaignent pas. C'est pas le pire étant, c'est que sur la Renault 5, la batterie de 52 kWh est petite et on voit bien que bon, une charge-décharge, même si il y a 100 décharges ou même 50 décharges dans l'année, c'est pas ça qui devrait éventuellement entamer en termes de dégradation la batterie ou au niveau de ses cycles. Donc la priorité stratégique est coût. Tesla a privilégié d'autres fonctionnalités comme l'amélioration de l'autonomie, du FSD et de la production de masse. Donc ça, vous l'aurez bien compris, c'était pas leur priorité et a priori, donc par rapport à des coûts inhérents, c'est la même chose sur par exemple le modèle S où le toit en verre, donc à un moment donné, était ouvrant, ils se sont rendus compte que personne l'utilisait, donc en fait ils se sont dit écoute, on l'enlève, et puis ça s'arrête là. Donc Elon Musk a d'ailleurs qualifié le V2H sans Powerwall d'inconvénient en 2023, suggérant une préférence pour des solutions intégrées. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. La dégradation de la batterie.
La charge bidirectionnelle, bah oui, t'inventes rien, tu fais une décharge, ben c'est un cycle logiquement, si tu fais un 100-0, cette fois-ci, ben c'est un cycle, voire peut-être un peu plus. Donc augmente les cycles de charge-décharge, ce qui peut accélérer l'usure de la batterie. En 2022, Tesla n'avait pas finalisé ses études sur l'impact à long terme, ni optimisé les algorithmes pour minimiser cette dégradation, ce qui est crucial pour maintenir la garantie. Donc des batteries 8 ans, 192 000 km. Oh, j'ai envie de te dire, ils s'en fichent, c'est-à-dire que la batterie, c'est le fournisseur qui la paye. Donc en fait, là je trouve que c'est un petit peu grossier. Réglementation énorme. En 2022, les normes du V2G, ça on peut comprendre, les V2H, notamment en Europe, donc là sur comme la ISO 15118, c'est ce que je vous disais, -2, n'étaient pas encore largement adoptées, notamment en Europe et aux États-Unis, les réseaux électriques et les régulateurs, donc normes, machin et tout. Je veux bien encore, mais même MG a réussi à le faire, donc j'entends. Mais quand même. Limitation logicielle et validation, pareil, j'entends, mais quand même. Bien que le hardware du modèle Y, donc récent 2021-2023, soit techniquement capable, chargeur embarqué, compatible DC directionnel via CCS, alors c'est ça que je comprends pas. On prendrait, donc dans ces cas-là, le DC et le bidirectionnel se ferait, normalement il me semblait que c'était sur le type 2, donc là il se prend sur le CCS. Bon, le fireware, je suis désolé pour mon anglais, n'était pas configuré pour gérer le flux inversé en toute sécurité. Tesla, bon, on a bien compris que voilà, Tesla n'était pas trop chaud là-dessus et qu'ils étaient prêts à regarder un petit peu si c'était faisable ou après des trucs techniques pour l'intégrer après le Powerwall. En gros, voilà. Et positionnement commercial, Tesla a vu un intérêt commercial à réserver cette fonctionnalité pour les nouveaux véhicules comme le Cybertruck ou le Model Y Performance 2025 afin de stimuler les ventes et de différencier les gammes. Activer le bidirectionnel sur les anciens modèles aurait pu réduire l'attrait des nouveaux véhicules et nécessiter des coûts de support. Bon ouais, mais je trouve ça dégueulasse si c'est possible de le faire. À la limite, c'est comme le coffre électrique. Voilà, à un moment donné, tu dis, écoutez, au lieu de changer votre voiture, vous n'allez pas racheter un nouveau véhicule parce que vous avez besoin d'un coffre électrique. Il y a des personnes qui peuvent être éventuellement handicapées ou des gens qui ont eu des problèmes de vie ou de santé ou autre, ou avec un accident. Et le type, il aurait bien voulu avoir un coffre électrique. Et voilà, donc c'est dommage que ces améliorations qui ont été faites par la suite ne puissent pas répondre éventuellement à un standard, ou s'ils veulent pas le faire, dans ces cas-là, qui disent ça reste sous la garantie et on fait avec des constructeurs ou des garages agréés, tout simplement. Donc voilà, on aura bien compris que concrètement depuis le 2021 à 2022, c'était tout à fait possible chez Tesla. C'était encore une fois possible pour ce modèle Y Performance ou le modèle YL qui vient de Chine ou autre, bien avant ou peu importe, et qu'ils ont décidé d'officialiser un V2L, V2H le 1er octobre aux États-Unis et pour relancer un petit peu les ventes et pour bien faire comprendre que demain, ce qu'ils veulent, c'est une intégration globale. Certes, une batterie qui puisse donc pour la maison, en gros, un tampon. Je ne sais plus sur combien on est aux alentours des 10 kWh. Ce qui est intéressant, c'est la sortie. Mais au-delà de ça, d'avoir un véhicule qui puisse être communicant quand, notamment aux États-Unis, sans avoir des blackouts, ils peuvent avoir des problèmes où voilà, il y a des problèmes de réseau. Mais même en France, il y a des endroits où, au-delà de la Corse, on a des régions, des départements ou des villages, on peut avoir donc ce type de problème. Et comme je vous ai dit, sur le Cybertruck, c'est le seul, l'un des seuls, très très peu, à proposer donc carrément une prise, donc leur prise aux normes américaines. Et ce qui est intéressant sur cette prise, moi je vois, là je suis en train de faire des travaux sur un terrassement, et là où même c'est encore pire, ils sont en train de donner des coups de Karcher, alors qu'en fait il suffit juste de nettoyer le panneau là dans la ville où je suis, je trouve ça un truc de dingue. Ils ont donc obligatoirement un truc haute pression là, plus un espèce de compresseur et tout, plus on va dire donc un générateur pour avec foutre de l'essence et tout. Donc, et puis ça fait beaucoup de bruit, je trouve. Donc en fait, ça t'évite d'avoir et de transporter un gros groupe électrogène ou autre, en plus l'essence, si t'en mets dedans mais que t'en as encore besoin, donc t'es obligé. En termes inflammables, c'est quand même pas terrible, je pense qu'il vaut mieux une batterie. Et en termes de bruit, c'est quand même mieux. Alors bon, ton Karcher, machin, ton truc haute pression va quand même faire du bruit, obligatoirement, parce que il va faire tourner un moteur. Mais ça sera toujours mieux que d'avoir un moteur thermique qui fonctionne pour te donner de l'énergie, donc autant puiser éventuellement donc dans la batterie. Et la dernière chose que je vous ai dite,
c'est vrai que ben, c'est dommage, c'est-à-dire que ce V2L, V2H ou même un V2G ou quoi que ce soit, il vient se prendre donc sur la prise initiale donc pour recharger donc la batterie, et ben, quand tu es en train de recharger, tu ne vas pas pouvoir en disposer, donc c'est que un endroit où tu puisses faire du loisir. Donc une petite prise en plus éventuellement quand tu es en train de recharger. Maintenant c'est une question de gestion, t'imagines le véhicule est en train de recharger, il prend 250 kW. À terme, avec le 800 volts, peut-être il prendra 500, mais c'est déjà énorme, 250 kW, ok. Et de l'autre côté, tu es en train de piquer dessus 2 kg. Ça, c'est encore une fois une affaire de gestion, et peut-être que voilà, Tesla s'est dit qu'il y aura de l'abus. Maintenant, encore une fois, hein, sur la batterie, c'est facile de dire oui, mais c'est pour la garantie. J'ai envie de te dire qu'ils s'en fichent, c'est le fournisseur de batterie, que ça soit LG, CATL ou quoi, qui la gère. Et si en gros il descend en dessous de 70%, bah, c'est eux qui prennent en charge. Hein. C'est comme les pneus, à un moment donné, ils ne voulaient pas les prendre en charge ou autre, parce que tant que c'était pas Michelin, et puis après quand ça a été Michelin, et que Michelin franchement était plus que correct, c'était donc Pirelli. Et là, je crois que c'était un petit peu plus compliqué a priori avec Pirelli. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc ça va se généraliser. C'est a priori un argument de vente, ça coûte peut-être un petit peu cher, ça demande encore une fois, vous voyez bien, hein, des éléments supplémentaires, ça demande des renforts avec ce silicium, etc. Et donc c'est des pièces quand même qui sont coûteuses. Donc cette technologie n'est pas anodine, encore une fois. Donc si tu te retrouves en fait avec des matériaux comme du silicium ou autre qui sont dedans mais que tu n'utilises pas finalement ton V2L, ce qui sera très certainement le cas peut-être de 70 ou 80% des personnes, est-ce que c'est pas non plus du gaspillage? Je vous laisse sur cette réflexion, on se retrouve pour d'autres vidéos, bonne journée à tous, et puis n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis voilà, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter.